Ok, bonjour à tous. On va commencer le dernier cours de mathématiques. Donc aujourd'hui, c'est pour tout ce qui est toutes les questions que vous auriez éventuellement, théorie, exercice, sinon on peut refaire certaines questions, certains exercices ensemble. Il y avait déjà une question ici. Dites-moi. Quoi vous avez dit? Attendez. Donc, vous m'avez parlé de loi du reste. Donc, vous m'avez parlé de division euclidienne au début. Vous m'avez parlé de loi du reste, vous m'avez parlé de Horner et de la méthode de la potence. Voilà, et donc, vous pouvez me reposer votre question. Pour quelle opération? Si vous me dites on peut choisir laquelle, il faut bien savoir pour quel type de tâche. Est-ce que vous avez plusieurs choix? Je vous pose la question parce qu'entre les différentes méthodes là que vous évoquez, elles ne servent pas toutes à la même chose. Donc c'est quand vous êtes face à quelle situation que vous vous posez la question, tiens, est-ce que c'est division euclidienne, Horner, le du reste? Ok, en fonction divisible par... Ah, c'est pas vraiment fonction divisible, c'est polynôme. Et divisible par quoi?
Alors, je fais intervenir les autres personnes. Toutes ces différentes opérations-ci, dans quel contexte est-ce qu'elles vont intervenir? Alors, il y avait ces histoires que parfois il y avait des factorisations possibles. Factoriser et diviser, c'est pas la même chose. Déjà. Ok. Bon, toutes ces opérations-ci, elles interviennent dans quoi? Elles interviennent dans tout ce qui est division entre deux polynômes. Donc, si vous avez une fraction où vous avez donc deux polynômes qui se divisent entre eux, donc il y a une division entre deux polynômes, donc il y a une méthode pour effectuer cette division. Cette méthode-là, on a vu une seule méthode qui marche toujours. Toujours garder en tête ce truc d'une méthode qui marche toujours ou une méthode qui marche dans un cas particulier. Un petit peu comme par exemple résoudre une équation du second degré, vous savez toujours la résoudre. Une équation plus grande, vous ne savez pas toujours la résoudre, mais il y a des trucs et astuces de factoriser avec la loi du produit nul. On a vu une seule méthode qui permet d'effectuer toujours une division entre deux polynômes. Division. Voilà la méthode de division euclidienne. On peut aussi appeler la méthode de la potence. Donc on avait notre dividende, notre diviseur. Oui, excusez-moi, je ne vais pas mettre Q. Juste pour le dénominateur, changer la notation. Mettez un D pour diviseur, le Q, je l'utiliserai pour le quotient. Donc, il y avait ce truc de regarder par quoi est-ce que je dois multiplier le premier terme du diviseur pour tomber sur le premier terme du dividende. Ensuite, on allait multiplier cet élément par tous les termes du diviseur. On allait le soustraire au dividende. On obtenait notre nouvelle valeur. On continuait comme ceci. Ça vous souvenez un petit peu de la procédure globalement. Et donc, à la fin, on allait obtenir notre quotient ici. Hop, et on allait obtenir un reste ici en dessous. Du coup, cette division-là entre deux polynômes, une fois que vous avez le reste et le quotient, vous pouvez la réécrire comment? Alors, quotient, manque quelque chose. Une différence fondamentale entre la partie quotient et la partie reste dans cette opération de division. Le quotient, c'est ce qu'on a réussi à diviser. Le reste, on n'a pas réussi à le diviser. C'est justement pour ça qu'il s'appelle le reste. Prenez un exemple de nouveau, 5 divisé par 9 divisé par 2. Bah, c'est 4 plus une unité qu'on n'a pas réussi à diviser en 2. Donc on a vu cette méthode pour faire une division entre deux polynômes, la méthode de division euclidienne. Ensuite, on a parlé de Horner. Toujours dans le cadre de la division. C'était quoi ce truc de Horner dans le cadre de la division? Dans quel cas est-ce qu'on peut appliquer Horner? Voilà, quand on divise par x moins quelque chose ou x plus quelque chose, auquel cas on prend le terme opposé. Mais donc, on avait vu un cas particulier. On pourrait faire la division. On va dire le tableau d'Horner, il est un petit peu plus facile à compléter que la méthode de la potence. Donc, pour ce type de division-ci, bah, soit vous utilisez la division euclidienne exactement comme au-dessus, ou bien vous pouvez utiliser la méthode de Horner. Et ça va vous donner exactement de la même manière un quotient plus un reste. Alors, c'est juste que le reste ici, ça sera une constante, puisque c'est toujours la valeur qui tombe dans la dernière case de Horner, mais c'est nouveau ce reste qu'on n'aura pas réussi à diviser par ce x moins a. Donc, Horner, c'est bien un cas particulier. Un cas particulier de la division entre deux polynômes quand votre diviseur reste sous cette forme x moins a.
Donc au-dessus, on a déjà parlé de division euclidienne. Donc ça, je pense que c'est bon. On a parlé de méthode de potence, ça c'est bon. On n'a pas encore parlé de loi du reste. Horner, on en a un petit peu parlé, mais pas encore en profondeur. Maintenant, on va se concentrer sur polynôme divisible par. Si vous avez un polynôme, si votre polynôme ici, P de x, est divisible par votre diviseur, votre reste il sera égal à combien? Il sera égal à 0. Quand une division tombe juste, vous n'allez pas avoir de reste. Ici, cette formule-ci aussi, on avait vu dans le cours qu'elle pouvait se réécrire. On pourrait se réécrire sous cette formule-ci si on multiplie par le diviseur dans le membre de gauche et dans le membre de droite. De nouveau, si je prends un exemple avec des nombres, 9, c'est en fait 4 fois 2 plus l'unité qu'on n'a pas réussi à diviser. Du coup, ici, quand on observe cette formule-ci, si notre reste était égal à 0, on tombe sur une factorisation de notre polynôme, en fait. Donc, à partir de cette division euclidienne, on fait juste l'observation, si on a un reste qui est égal à 0, on peut en déduire une méthode de factorisation. Le truc, c'est qu'il fallait essayer de prédire quand est-ce que ce reste allait être égal à 0. Parce qu'on ne va pas s'amuser si je vous demande de factoriser un polynôme, vous n'allez pas essayer de le diviser par x-1, x-2, x-3, x-4 jusqu'à ce que vous tombiez sur une réponse qui est juste. Donc, ici, je mentionne juste donc, de ces deux cas-là. Donc, si votre reste est égal à 0, alors vous avez une factorisation. Votre dividende au départ, vous pourrez le réécrire comme le quotient que vous avez obtenu, multiplié par votre diviseur. Alors, factorisation avec la méthode de la potence, on n'a pas vraiment fait parce qu'à prédire le reste avec la méthode de la potence, il n'y a pas moyen de le faire à l'avance. Par contre, dans le cas de la division par Horner, on peut prédire le reste à l'avance. Okay. Quand vous faites cette division, enfin oui, par Horner, même pas. Je vais la renoter un loi du reste. Alors, la loi du reste, c'était simplement une loi qui disait que quand j'évalue un polynôme en un nombre, on va tomber sur le reste de la division par x moins a. Alors, d'où est-ce que ça sort? Parce que ça sort un petit peu de nulle part. En fait, ça sort simplement de cette formule. Je vais la renoter pour Horner. Ici, si on reprend cette formule-ci, si j'évalue mon polynôme en A, est-ce qu'on est d'accord ici que cette parenthèse, ça sera A moins A, elle vaudra 0. Il y a tout ceci qui disparaît. Donc, juste sur base de cette formule-ci, on observe bien quand j'évalue un polynôme en un nombre, on va tomber uniquement sur le reste. On va tomber juste sur le reste. Donc, la loi du reste, c'est bien ça qu'elle sert. Elle sert simplement à trouver un nombre en lequel on va tomber sur 0 lorsqu'on évalue le polynôme. Et donc, comment est-ce qu'on utilisait cette loi du reste? Si quand j'évalue un polynôme en un nombre, on tombe sur 0, ça veut dire que la division tombe juste. Donc, ça veut simplement dire que mon polynôme est divisible. Est-ce que c'est clair ici sur ce que cette loi du reste, elle fait? Donc, vraiment, tout ce qu'elle fait, c'est prédire à l'avance le reste d'une division. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi, juste quand vous aviez évoqué la loi du reste, division euclidienne, méthode de Horner, et un peu parce que la loi du reste, en fait, c'est juste un petit truc à astuce pour une méthode de factorisation, pas pour la division. Ça va prédire quel est le résultat du reste par la division.
Donc, si ce reste vaut 0, bah, ça veut dire que la division tombe juste. Si la division tombe juste, ça veut dire que je peux écrire mon polynôme sous forme factorisée. Et donc, c'est une fois qu'on a cette loi du reste qu'on a abordé la méthode de factorisation par Horner. Et donc, la méthode de factorisation par Horner, c'est exactement la même chose que quand vous allez effectuer votre division entre deux polynômes via la méthode de Horner. C'est juste que vous n'aimez pas ce x-1 au départ, c'est vous qui devez le trouver. Ce x-a, vous allez le trouver comment? Vous allez le trouver justement avec la loi du reste, en essayant de trouver une valeur en laquelle le polynôme vaut 0. Justement, je le note. Donc, le premier truc, c'est qu'il faut d'abord trouver A tel que le polynôme évalué en A vaut 0. Donc ça, vous vous souvenez, les valeurs contestées, c'était les diviseurs du terme indépendant du polynôme, donc les diviseurs qui étaient positifs ou négatifs. Ça vous retournerez voir dans les exemples. Si on trouve pas telle valeur, la factorisation par Horner ne marchera pas. Sinon, notre polynôme de départ, il sera divisible par x moins a. En deuxième étape, là, vous faisiez la division de votre polynôme par x moins a. Donc ça, c'est en utilisant la méthode de Horner, avec la division par Horner. Et ça vous permettait donc de réécrire votre polynôme de départ sous forme factorisée. Si je reprends les différents termes qu'il y avait ici, donc en division euclidienne, méthode de la potence, c'est la même chose. Horner, c'est juste aussi une méthode de division qui marche quand le diviseur c'est x moins a. On a comme conséquence de la loi de la division d'Horner qu'on peut déjà prédire le reste de la division à l'avance. Avec cette loi du reste, ça va nous permettre parfois de factoriser notre polynôme et de vérifier s'il est divisible par un autre polynôme. Mais donc, typiquement, la loi du reste, ça, c'est un truc qui n'est jamais utilisé, sauf quand vous essayez de faire une factorisation par Horner. Donc ça, c'est typiquement quand vous essayez un peu d'hierarchiser les différentes formules que vous avez. La loi du reste, vous n'allez jamais la sortir à un autre moment que quand vous essayez de faire cette factorisation par Horner. Enfin, je parle bien en pratique, on pourrait très bien vous poser la question, prédiser le reste de la division de tel polynôme par tel autre truc, mais c'est juste l'exercice d'entraînement. En pratique, ça sera vraiment toujours pour des factorisations. Est-ce que surtout le pont, ce qui est important ici, au niveau conceptuel, c'est bien de comprendre le pont entre le fait qu'au départ, on part d'une opération de division et ça nous fait déboucher une méthode de factorisation. Okay, et cette méthode de factorisation, on l'a uniquement si ce reste vaut 0. D'où le fait qu'on a introduit cette loi du reste qui fait un petit peu le pont entre l'opération de division et l'opération de factorisation. Bah, si le reste ne vaut pas 0, en fait, on tombe sur cette formule. Si je vous donne un diviseur, que vous me calculez un quotient, si vous avez un reste qui est non nul, bah, ça, c'est pas factorisé. Parce que vous avez encore une somme qui traîne ici. Tirez pas vos conclusions trop vite. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas factoriser, ça veut juste dire que vous ne pouvez pas factoriser avec Horner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une autre méthode de factorisation. Donc faites attention de vos nuances dans vos conclusions aussi. C'est ça pour moi une des étapes qui n'est pas très rigoureuse en fait dans la méthode de Horner, parce qu'en pratique, avoir des racines qui sont entières, c'est relativement rare. Et donc dans la méthode de procédure de Horner, cette étape de trouver la valeur de A
qui va donner un reste qui vaut 0, bah, c'est un petit peu une étape, on va dire, artificielle. Soit vous avez de la chance et vous tombez sur une valeur où le reste vaut 0, bah, soit vous n'avez pas de bol et la méthode ne marche pas. Bon, vous avez l'énorme avantage que vous êtes en situation d'étudiant, donc les choses que je vous donnerai, il y aura bien une méthode de factorisation qu'on a vue dans le cours, mais c'est un petit peu comme pour les méthodes numériques. Pour résoudre des équations, il y a plein de types de calculs en mathématiques qu'on ne peut juste pratiquement pas faire parce qu'on n'a pas les opérations qu'il faut, et donc on passe par des méthodes numériques alternatives. Est-ce qu'il y a encore une question autour de ça? Donc, oui. Méthode Dorner, quand vous dites méthode Dorner, le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi vous parlez. La méthode Dorner, vous pouvez l'utiliser pour faire une division. Si je vous donne un polynôme et son diviseur au départ, ou la méthode Dorner, vous pouvez essayer de l'utiliser pour factoriser un polynôme que je vous donne au départ. C'est le contexte dans lequel vous l'utilisez n'est pas le même. Soit je vous demande de faire une division entre deux polynômes. Si le diviseur, c'est quelque chose du type x-a, là, vous faites juste la division par Horner. C'est l'histoire de finalement juste trouver le quotient et le reste. Ou bien je pourrais vous demander d'essayer de factoriser un polynôme, auquel cas, là, vous refaites cette procédure-ci, dans laquelle intervient la division par Horner du polynôme. Et quand on parle de factorisation par Horner, il y a cette étape de d'abord trouver un nombre dans lequel le reste vaut 0, et puis réécrire la factorisation à la fin. Qu'est-ce qu'on a vu comme méthode de factorisation? On va aller faire du plus simple au plus compliqué. Sachant que le plus simple, on ne l'a pas vu ensemble. Mise en évidence. Deuxième méthode, la plus facile, nouveau qu'on n'a pas vu ensemble, mais qui était sur le fichier préliminaire. Voilà, les produits remarquables, si vous en remarquez un. Au pire, les produits remarquables, si vous ne les remarquez pas, en général, il y a une méthode alternative qui marchera. C'est juste que ça permettra de faire la factorisation plus vite. Ensuite, on a la factorisation par Horner. Voilà, et on a la méthode du second degré. Je vais y arriver. Est-ce qu'on a autre chose que méthode? Donc, si vous calculez les deux racines, vous pourrez le réécrire sous la forme x-1. S'il n'y a qu'une seule racine, ben, en fait, c'est deux fois la même parenthèse, x-1, donc ça sera cette parenthèse ici mise au carré. S'il n'y a pas de racine, l'expression du second degré n'est pas factorisable. Bon, on n'a pas vu d'autres méthodes de factorisation. Donc, je reviens à votre question. Si on vous demande de factoriser quelque chose, ben, il faut piocher parmi une de ces méthodes-là. Si on n'a aucune qui marche, il n'y en a aucune qui marche. C'est de nouveau pour ça que pour moi, c'est important de bien avoir la liste de toutes les techniques qui existent. Parce que dans le pire des cas, vous n'avez qu'à toutes les passer en revue dans votre tête. Il y en aura de toute façon une qui marchera. Et au moins, si vous connaissez cette liste, vous ne risquez pas de vous égarer. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas encore une autre méthode qui existe? Donc ça, c'est typiquement le genre de choses. Mettez sur votre formulaire si à un moment donné, il y a une opération de factorisation à faire. Voilà, si vous avez un doute, vous les avez en vitesse sous les yeux, vous savez que c'est parmi ces méthodes-là qu'il faut piocher. Est-ce que la mise en évidence marche toujours? Non, il faut qu'il y ait un facteur à mettre en évidence, produit remarquable. Non, Horner. Donc, si on ne trouve pas ce A qui fait que le reste vaut 0, ça ne marchera pas. Second degré, est-ce que ça marche toujours? Voilà. Pour du second degré, ça marche toujours. Au pire, ce n'est pas factorisable. Ça veut dire qu'il n'y a aucune autre méthode qui permettra de factoriser, mais ça ne marche que pour du second degré.
un petit peu comme les méthodes de division qu'on a vues juste au-dessus. Voilà, la méthode de la potence, ça va marcher pour n'importe quelle division entre deux polynômes. La méthode d'Horner, ça ne marchera que dans un cas particulier, quand ce diviseur c'est x moins quelque chose. C'est beaucoup trop simple. Est-ce qu'on est bien d'accord que la vie est beaucoup plus compliquée que les maths? Parce que finalement, presque tous les patterns abstraits dont on parle en mathématiques, donc, qui sont des concepts abstraits, on peut les interpréter dans la réalité. Enfin, il y a une énorme partie des mathématiques en fait, qui s'est développée à cause de la physique dans les 2-3 derniers siècles, mais c'était bien pour modéliser des phénomènes de la réalité. Et quand on modélise des phénomènes physiques, aujourd'hui, on les modélise dans un cadre très très petit, très cloisonné. Et dans ce cadre-là, les formules mathématiques représentent bien la réalité. Maintenant, si ces petits concepts en physique, vous les mettez dans la réalité beaucoup plus grande, parce qu'on est bien d'accord que la réalité est beaucoup plus compliquée. C'est aussi une de mes façons d'utiliser les mathématiques, en fait, parfois quand on doit aborder un problème, de ce que le problème est faisable ou pas. Vous prenez le problème que vous abordez, vous le simplifiez 36 000 côtés. Si en le simplifiant, vous n'arrivez même pas à le résoudre, par contre, vous rajoutez toutes les autres contraintes que vous avez enlevées, vous n'arriverez pas à le résoudre non plus. Pour moi, c'est une façon de présenter qu'un problème, il ne faut pas s'y attaquer. Il vaut mieux prendre une autre direction que d'essayer de s'y attaquer tête baissée. Mon produit remarquable, on n'en a pas utilisé beaucoup. Hein. Je ne vous casserai pas les pieds avec ça. Où était le formulaire? C'est toutes les formules produits remarquables. Là. A priori, oui, ceux que vous devez quand même arriver à repérer, c'est les deux premiers. Donc, c'est une autre application, je n'arrive pas à entourer, mais celui de la première ligne, donc le A plus ou moins B au carré, et le binôme conjugué en dessous, A moins B fois plus B, qui fait une différence de 2 carrés. Celui du troisième degré, celui-là, je vous les demanderai pas. Mais de toute façon, en général, quand il y a un produit remarquable qui fonctionne, il y aura une des autres méthodes qui fonctionnera aussi. Où est-ce que je l'ai fait? Est-ce qu'il y a une autre question autour de ça ou une question sur un autre sujet? Quelle formule? Le numéro de la slide, c'est en bas. Qu'est-ce qui pose souci ici? Juste. Sur ce slide-ci, il y a. Si on se met en mode, mouton. Attendez. Si on se met en mode mouton, oui, en fait, il y a coefficient. Ah oui, je suis désolé, il y a un terme qui manque là. Ceci, ça s'appelle SN.
Enfin, ça apparaît ici dans le titre, mais le SN, c'est ce qu'on appelle le coefficient de valeur acquise. Donc ce SN, ça s'appelle le coefficient de valeur acquise. Le AN qui est juste après, ça s'appelle le coefficient de valeur actuelle. Quand on parle quand on parle de valeur acquise ou de valeur actuelle dans un cadre financier, qu'est-ce que ça représente quand on met ce terme actuel ou le terme acquis? Voilà, donc quand on parle de valeur acquise, c'est la valeur qu'on va acquérir au terme d'une opération. La valeur actuelle, c'est la valeur qu'on a à l'instant immédiat. Donc, a priori, au niveau de ces formules un petit peu bizarres, donc pour le calcul justement de SN et de AN, coefficient de valeur acquise, c'est finalement le coefficient que vous allez utiliser dans le cadre où vous mettez de l'argent de côté de manière annuelle. Donc ici, mettons, vous mettez 1 euro de côté chacune des différentes années et vous vous posez la question de combien est-ce que vous allez avoir d'argent au terme. Pour chacun de ces versements, on peut utiliser la formule de capitalisation. Donc le CT égale C0 1 plus I, le taux exposant T. Donc ça, c'est la formule qui vous dit après T années, combien est-ce que vous allez avoir si vous avez placé un certain capital initial. En fait, pour chacun de ces versements, on pourrait utiliser cette formule-là, puisque chacun de ces versements va fructifier un taux d'intérêt à un certain nombre d'années. Bon, le versement que vous faites l'avant-dernière, le versement de la dernière année, celui-là, il ne fructifie pas parce que c'est au terme échu, donc il n'a pas le temps de rapporter des intérêts. Donc ça va juste vous rapporter l'intérêt que vous avez, l'euro que vous aviez versé. À l'avant-dernière année, votre capital, il va fructifier pendant 1 an. Donc votre capital sera multiplié par ce coefficient 1 plus I. Donc, le coefficient 1 plus I, on a justement utilisé U comme notation pour éviter d'avoir 36 000 notations dans tous les sens. Et donc, a priori, le versement que vous faites la dernière année, il sera juste multiplié par ce 1 plus I. Et ça va vous donner la valeur de ce dernier versement à l'année N. Le versement que vous avez fait 2 années avant l'échéance, celui-là, il va être multiplié 2 fois par 1 plus I. Okay, etc., etc. Quand on retourne à reculons, le dernier terme, le tout premier versement, celui-là, il va fructifier pendant N-1 année, toutes les années pour arriver jusqu'à la N-e année. Okay, donc, on est d'accord que chacun de ces termes, en fait, c'est la valeur acquise qu'on va obtenir pour chaque versement individuel. Okay, donc, il y a bien une correspondance 1 entre chaque terme correspond bien à la valeur qu'on va obtenir pour un versement. Bon, après, ici, on observe juste que c'est une suite géométrique. Donc, tous les termes, en fait, ils sont à chaque fois multipliés par U pour passer au suivant. Donc, du coup, on sort la formule de suite géométrique pour calculer que vaut cette somme. Donc, ici, c'est simplement revenant à la notation de départ. Ce SN, vous allez l'utiliser uniquement dans le cadre où vous faites des placements annuels qui sont exactement du même montant sur une période donnée, typiquement dans un cadre d'assurance vie. Ce coefficient de valeur acquise dans le cadre du cours, en tout cas, vous n'allez jamais l'utiliser dans un autre cadre qu'une simulation, on va dire, d'assurance vie. On vous dit, voilà, pendant 5 ans, on verse exactement un même montant annuellement. Au terme, on a autant calculé quelle était la mensualité. Donc là, c'est bien une situation, on va dire, je ne vais pas dire assurance vie, je vais plutôt dire épargne sur une base régulière. Il y avait aussi des exercices où on vous disait, on fait un premier versement à autant de taux d'intérêt je sais pas, en 2000, un deuxième versement en 2004. Puis après, on fait 3 versements identiques
et au final, on a 10 000 euros. Et donc là, ce qu'il fallait faire, c'est, on avait décomposé les 10 000 euros qu'on obtenait au final. Il y a une part qui venait du premier versement, une part qui venait du deuxième versement, et une part qui venait des 3 versements qui sont les mêmes. Pour les 2 premiers versements, on sortait la formule de capitalisation de un versement individuel, et pour les 3 versements identiques, là, on utilisait la formule de valeur acquise. Et donc, l'exemple que vous avez ici, donc calculer la valeur acquise pour une suite d'annuités, donc pour une durée de. Oui, on a pris l'exemple ici. Donc, par exemple, ici, pendant 10 ans, vous versez un montant de 60 euros, ce coefficient de valeur acquise, au final, il vaut 656 euros. Qu'est-ce qu'il représente? En fait, il représente en combien est-ce que le montant que vous avez épargné va se transformer. Donc, vous, ce que vous aurez épargné, c'est pendant 10 ans, vous aurez versé 60 euros, donc 600 euros. Et ces 600 euros vont se transformer en 656 euros, donc en considérant les intérêts en plus. On part sur la même formule parce qu'il y a moyen de juste en fait les retirer en amont sur le versement. Si par exemple, si ce sont des frais fixes, vous faites tous les calculs exactement comme on fait ici et puis vous rajoutez les frais fixes à la fin. Même chose pour tout ce qui est proportionnel. Aussi, pourquoi est-ce que ça s'appelle coefficient de valeur acquise? Alors ici, on l'a fait pour un montant de 60 euros. En fait, dans l'exemple, on le fait pour un montant de 1 euro. Donc, c'est pour ça qu'on parle de coefficient. Ça vous donne en fait en combien est-ce que vos versements unitaires vont se transformer. Et donc, après, si vous utilisez un autre versement annuel qu'une unité, il suffit de multiplier ce coefficient de valeur acquise par la valeur de votre versement. Valeur acquise SN. Donc ça, ce SN, c'est bien ce que vous allez obtenir si vous versez 1 euro chaque année. Donc pour généraliser, si vous versez un autre montant, il suffit de le multiplier par la valeur que vous placez. Pour le coefficient de valeur actuel, c'est exactement la même situation, mais dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est vous allez effectuer un emprunt. Donc, cette formule-ci, dans le cours, on l'a utilisée uniquement dans le cadre des emprunts, dans les remboursements par annuité constante, parce que justement, c'est la situation où on emprunte de l'argent au départ, et nous, on veut rembourser exactement le même montant chaque année. Et donc ici, il y a juste le rôle du capital initial et du capital final en fait, qui vont échanger leur rôle, parce que le capital initial, enfin le capital final, vous l'avez dès le départ, et vous allez devoir débiter les intérêts que vous allez devoir avoir à la banque. Et donc c'est pour ça qu'ici, on a fait le calcul dans l'autre sens, qu'on peut expliciter les différents termes. C'est que ce versement-ci, on va devoir payer un mois à la banque. Ce versement-là, il y aura, pardon, 1 an d'intérêt à payer à la banque, suite à 2 ans d'intérêt à payer à la banque, le troisième, 3 ans d'intérêt à payer à la banque, etc., etc. De nouveau, on observe que c'est une suite géométrique, on sort la formule de suite géométrique, on simplifie tout. Et donc ça, c'est une valeur qui va être utilisée dans le cadre d'un prêt. Et de toute façon, celui-ci, il apparaissait dans les modalités de remboursement. Voilà. Donc, quand vous faites un remboursement par annuité constante, si vous voulez déterminer le montant que vous pouvez emprunter sur base d'une annuité, vous multipliez simplement cette annuité par ce coefficient de valeur actuel. Donc, c'est finalement exactement la même formule que pour l'assurance vie. Si vous mettez autre chose que 1 euro de côté par mois, vous multipliez simplement ce coefficient par les mensualités que vous avez. Vous pouvez le faire dans l'autre sens. Vous pouvez partir du capital total que vous voulez emprunter et à partir de là déduire quelle va être la mensualité que vous allez devoir payer. Donc, simplement en manipulant cette formule-ci. Donc, de la slide là, que vous m'aviez mentionné, la 25. 25, 26. Ici, de cette slide-ci, là, je vous explique quelle est la formule. Comme je vous ai dit à l'examen, je ne vous demanderai pas la démonstration, donc je ne vais pas vous demander de me démontrer d'où cette formule-ci sort. Ici, vous devez juste retenir que ça, c'est le coefficient de valeur acquise et sa formule, c'est ceci.
Et vous aurez vu normalement sur le formulaire, c'est pas une des formules qui a une étoile, donc celle-là, vous n'avez pas besoin de la connaître pour la partie théorique. Dans quel cas ça s'utilise? Dans le cas d'un prêt. Ah, pardon. Ce cas-ci, dans le cas d'une épargne, vous faites un versement tous les ans, exactement du même montant, et le coefficient de valeur des remboursements à annuité constante, donc toujours dans cette optique que vous faites des versements à la banque qui seront exactement les mêmes tous les mois. A fois AN. Souci. Vous avez un exemple ici. Typiquement, en fait, ces formules-ci, pour les comprendre, il faut que vous regardiez l'exemple qu'on fait juste après. Comment est-ce que ce coefficient est utilisé? Ici, je vous demande juste de calculer la valeur actuelle d'une suite d'annuités de 1 250 euros. Donc, ça veut dire que vous remboursez chaque année 1 250 euros à la banque. Le taux d'intérêt est 3%. Et vous faites ça sur une durée de 8 ans. Ça représente, non, ça représente, donc ici sur 8 ans, 1 250 euros, on est d'accord que c'est 10 000 euros qui sont empruntés. Au terme du remboursement, en fait, dans votre poche, il ne vous restera que ce montant-là. La différence entre les deux sera partie en intérêt dans la banque pendant la période de remboursement. Vous êtes d'accord que si la banque vous donne 10 000 euros, vous êtes d'accord qu'en fait, vous n'avez pas 10 000 euros, sauf si vous les remboursez immédiatement, en fait. Si vous ne les remboursez pas immédiatement, en fait, ces 10 000 euros vont se décomposer en une part d'intérêt et en une part quand vous allez investir dans un appartement, une voiture ou quelque chose d'autre. Mais il y a dès que vous empruntez de l'argent, il y a en fait une part de l'argent que vous empruntez en fait qui n'est pas à vous et qui retournera de facto à la banque. Et il retournera en fonction de la façon dont les intérêts sont payés. Dans ce cas-ci, donc si vous faites les remboursements annuels tout dans les mêmes modalités avec ces nombres-là, les 10 000 euros que vous aurez empruntés au départ, en fait, il vous restera seulement 8 774,62 euros que vous pouvez investir dans quelque chose. Le reste disparaîtra en intérêt. Oui, c'est ça. Donc, typiquement, enfin, j'ai jamais mis mes nez là-dedans dans tout ce qui est business plan et compagnie, mais je me doute que c'est quelque chose qui est fait quand une boîte est montée. Donc, elle a le montant dont elle a besoin pour acheter ses infrastructures initiales. Je ne peux pas concevoir comment elle ferait pour ne pas emprunter un montant plus grand. Parce qu'au début, elle va investir dans ses machines, mais elle va aussi avoir tous les intérêts, tous les remboursements effectués à la banque au début. Donc, elle va emprunter un petit peu plus que l'argent dont elle a réellement besoin. Comme ça, les premières mensualités, elle n'a qu'à puiser dans l'argent emprunté pour rembourser l'argent emprunté, le temps que son investissement fructifie et lui-même retourne de l'argent de l'autre côté. Coefficient de valeur actuelle, ça vous donne vraiment une information sur combien d'argent est-ce que vous allez perdre en fait. Donc ici, si on avait fait le calcul, si je vous avais fait le calcul ici pour n égale 8, donc c'est-à-dire avec des versements de 1 euro à chaque fois, donc ça veut dire que votre prêt, vous auriez eu un prêt de 8 euros au départ, puisque vous remboursez 8 fois enfin, pardon, le montant total que vous allez rembourser, donc ce serait 8 euros. Si j'injecte ça dans le coefficient, ah oui, il faut que je vous donne un taux d'intérêt de 2%. 0,02 moins cette formule horrible.
coefficient de valeur actuel pour 8 années. Donc, si vous faites bien un remboursement de 1 euro chaque année, un taux d'intérêt de 2%, en fait, sur les 8 euros que vous avez remboursés, il n'y a que 7,32 € qui sont de l'argent dans lequel vous avez pu investir quelque chose, et la différence, ce sont des intérêts qui sont partis à la banque. Encore une question autour de ça? Ok. Sur autre chose? Alors, on n'en a pas fait beaucoup. On n'a pas fait beaucoup de méthodes numériques. Je propose qu'on en refasse un. Je vais juste changer un tout petit peu la question. Je vais d'abord vous demander de trouver une racine avec avec la méthode dichotomique. Je vais remettre les formules. Méthode dichotomique, c'était dans la fin du chapitre 4. Donc d'abord, je vais trouver une racine avec la méthode dichotomique, une racine avec la méthode de Newton, essayer de travailler sur le même intervalle. Et troisième question, essayer de trouver absolument toutes les racines. Et je vais vous proposer de travailler avec une précision de 1/10. Donc, je vais juste vérifier pour la précision pour éviter qu'on ait trop d'itérations. On a une précision de 2/10. Alors, la méthode dichotomique, je rappelle, si vous pouvez juste regarder 2 secondes, parce que je ne vais pas remettre toute la méthode au tableau, mais vous vous souvenez qu'il fallait travailler donc sur un intervalle, où dans cet intervalle, on avait une image qui était positive à une extrémité, une autre image qui était négative à l'autre extrémité, et le principe, c'était à chaque fois d'évaluer le point qui était au milieu de l'intervalle, ou simplement remplacer dans la fonction, voir si l'image était positive ou négative, mettons que l'image soit positive, et du coup, ça vous permettait de vous concentrer sur un intervalle qui était plus petit. L'itération précédente, l'itération suivante, donc l'itération suivante, même chose, vous calculez l'image au milieu, vous trouvez l'image, ça vous permet de vous concentrer sur l'intervalle suivant, et ça vous continuez cette procédure tant que la largeur de votre intervalle est plus grande que la précision. Est-ce que c'est clair là pour tout le monde? Okay. Pour la méthode de Newton, c'était la même chose. Donc, il y avait cette histoire de vérifier les mêmes conditions que pour la méthode dichotomique. Il y avait juste des hypothèses en plus à vérifier. Je vais vous la noter, ainsi que la formule.
Et donc, méthode de Newton, il y avait juste ces hypothèses à vérifier en plus. Donc, la dérivée première et la dérivée seconde, soit de signe constant sur l'intervalle qui nous intéresse. Et il fallait aussi choisir de quelle extrémité est-ce qu'on allait partir. Et donc, vous avez la formule récurrente ici. Juste pour la troisième question. Donc, ici, où je vous demande de trouver toutes les racines et de justifier pourquoi vous êtes certain d'en avoir trouvé d'autres. Évidemment, là, je vous ai pris une équation que vous ne savez pas résoudre analytiquement. Comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire? J'insiste bien sur essayer de faire pour arriver à trouver toutes les racines, enfin, à trouver combien il y a de racines en tout cas. De manière générale, donc on a... Pardon. Alors, ça va avoir, oui, donc ça sera cette fonction x au cube. Donc, je vais faire un peu face à vous comme ceci, où il va juste y avoir la partie du milieu qui peut être déformée. Donc, ça va être un S qui est très très court, soit ça peut être un truc comme ça. Bon, le problème, c'est que les points d'intersection qu'il y aurait avec l'axe des x, ils peuvent être autour de 0, ils peuvent être en 10 millions, ils peuvent être en 4 milliards. On ne va pas tester 50 millions de valeurs différentes. En plus, persisterait pour l'équation du troisième degré, il peut y avoir une, deux ou trois racines. Même si vous en trouvez une, vous ne pouvez pas avoir la garantie qu'il n'y en a pas d'autres. Pensez qu'il y en a un maximum. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre comme notion sur les fonctions? Donc, pensez aux différentes choses qu'on a vues dans une étude de fonctions qui pourraient nous donner une indication sur quand il y a des racines. Voilà, si on a des informations sur la croissance ou la décroissance, si une fonction ne fait que monter, pas nécessairement. Il va y avoir une asymptote horizontale où en fait elle part déjà dans les positifs, puis elle monte. N'oubliez pas, pour ces trucs de croissance, ça tourne toujours aussi autour de ces notions d'infiniment grand et d'infiniment petit qu'on a vu dans le chapitre sur les suites. Être de plus en plus grand, ça ne veut pas dire tendre vers l'infini. Et donc ici, dans l'exemple que vous avez, on pourrait très bien avoir une fonction qui est justement croissante, mais qui n'a pas de racine. Mais la croissance va quand même nous donner une information. L'autre chose qui va nous donner une information, c'est en calculant les limites en plus en moins l'infini, parce que là, alors, ça vous donne une information de ce que la fonction était négative et elle peut en plus l'infini. Et puis aussi au niveau des variations, en fait, en gros, chacun des intervalles ici sur lesquels on travaille, ça doit être des intervalles où d'un côté j'ai une image positive et de l'autre côté j'ai l'image négative. Est-ce qu'on est d'accord que les points qui vont avoir des images les plus positives et les plus négatives, c'est les maximums et les minimums dans une fonction? Que ça soit global ou local. Donc en fait, à chaque fois que vous voyez sur un extrémum qu'il y a un changement de signe, c'est forcément qu'il y a une racine entre ces deux extrémums. Donc si vous faites le tableau de variation, il faut arriver à le faire. Vous ne pourrez pas toujours faire le tableau de variation de n'importe quelle fonction. Mais parfois, ce n'est pas possible de résoudre une équation directement, mais c'est possible de travailler sur sa dérivée. Si je fais la dérivée de cette expression-là, j'aurai quoi comme type d'expression? On aura du second degré. Là, vous pouvez manipuler tout ce que vous voulez pour du second degré. Donc, si vous faites le tableau de variation de ceci, vous pourrez déjà voir où sont les maximums et les minimums. Et il faut encore regarder quel est le comportement à l'infini pour être sûr que ça monte plus à l'infini à moins l'infini. Oui, les extrémums plus les images en l'infini. Parce que sinon, si on n'a pas les images en l'infini, par exemple, si on sait qu'il y a un maximum, je ne sais pas, mettons qu'on sait qu'il y a un maximum ici, et qu'avant ça, la fonction elle est croissante, bah, il y a cette situation-là possible. Il y a cette situation-là possible aussi. Et après, il faut regarder, donc en moins l'infini, qu'est-ce qui se passe. Bon, ici, les limites en l'infini, ça va aller assez vite. On gardera le terme de plus haut degré. Voilà, je vous laisse faire. Donc, je ne vous donne pas d'intervalle. Je ne donne pas l'intervalle sur lequel vous devez trouver la racine à la première étape. Donc, essayez de calculer des valeurs dans la fonction jusqu'à ce que vous tombiez sur une image positive, négative. Prenez des valeurs qui ne sont pas trop grandes. Vous devriez en trouver rapidement une. C'est à la fin du chapitre sur les limites. Ah, ouais.